Donc, bonsoir tout le monde. On va débuter sans tarder. Mon nom est Marc-Olivier Cyr. Je suis responsable de la mobilisation au Bureau national de Québec solidaire. Donc, c'est moi qui va animer la rencontre de ce soir. Je vous situe un peu là, en fait, la série de présentations qu'il va y avoir dans les prochaines semaines. L'objectif, en fait, c'est de permettre de comprendre les différents axes du programme puis de la plateforme de Québec solidaire. Fait qu'il va y avoir 7 ateliers là, dans les prochaines semaines, donc celui de ce soir sur l'économie. Il y en a également un là, sur le PL 96, puis les propositions de Québec solidaire au niveau de la langue, sur la question de la justice sociale, les services publics, l'indépendance, l'agriculture, puis également là, la lutte au changement climatique. Les présentations vont toutes être enregistrées puis vont être disponibles sur la centrale. Puis l'idée, en fait, là, c'était ça s'adressait en premier lieu aux personnes candidates à travers le Québec de QS. Vous allez être amené dans les prochaines semaines, les prochains mois, à vous prononcer sur nos différentes propositions. Puis on pensait que c'était important de commencer par expliquer notre vision du monde. Puis ensuite, vous allez être les ambassadeurs, les ambassadrices de ça aux quatre coins du Québec. Puis également, c'est ouvert aux membres des comités électoraux un peu partout. Puis aussi, on a joint à ça là, également les membres des associations, des différentes associations, en fait, les membres des cocos des différentes associations locales, voilà. Donc, ce soir, l'atelier va porter sur la vision solidaire de l'économie. Pour l'occasion, on a demandé à notre candidat Mathieu Perron-Dufour dans Hall de faire la présentation parce qu'en fait, Mathieu est quelqu'un, en tout cas en termes d'économie, d'économiste de gauche au Québec. Moi, on m'a dit qu'il n'y avait pas mieux. Donc, c'est ça. Puis Mathieu, il enseigne en fait à l'UQAM, c'est-à-dire à l'Université du Québec en Outaouais depuis 7 ans. Puis, dans le cadre là, de sa charge, il a été amené beaucoup à étudier les réalités socio-économiques de l'Outaouais, puis à constater comment la région là, a vraiment été délaissée par les différents gouvernements, qu'il y a un sous-financement, puis une offre de services qui est déficiente. Puis, pour un peu de background là, sur Mathieu, là, il y a un doctorat en sciences économiques de l'Université du Massachusetts à Amherst, puis il se spécialise dans l'analyse des politiques économiques touchant notamment là, la distribution du revenu et les politiques industrielles. Dernièrement, là, il s'est beaucoup concentré sur la question des enjeux entourant la réalisation d'une transition écologique puis inclusive. Je vais te laisser la parole, Mathieu. Il y aura une période de questions. Là, il va faire la présentation, puis il y aura une période de questions suite à ça. Puis, on fera comme à l'habitude là, en levant la main sur Zoom, puis j'animerai tout ça. Donc, tu peux y aller. Excellent, merci beaucoup, Marc-Olivier. Moi, j'aime ça quand les gens fixent les attentes très, très bas. Hein. Fait que, donc, il n'y a pas mieux au Québec, hein, tu disais? Bon. En tout cas, on va essayer de répondre un peu à ça. Bien, bonsoir tout le monde. Je suis bien content d'être ici avec vous. Effectivement. Quand on m'a demandé il y a quelques temps de faire cette présentation-là, ben, j'ai accepté avec plaisir parce que je pense que ça va être très intéressant qu'on puisse discuter un peu économie tous ensemble. En tout cas, moi, je trouve ça intéressant, l'économie. Mais donc, aujourd'hui, moi, je vais essayer de vous présenter un peu cette vision solidaire-là de l'économie, d'un peu la vision générale qu'on a à travers le parti. Puis après ça, comment ça se décline en différents projets, différentes propositions. Puis à la fin, je vais peut-être vous donner un peu quelques argumentaires. Fait que j'ai une petite présentation, un PowerPoint là, que je vais vous partager tout de suite. Si Marc-Olivier me
permets de partager. Il faudrait probablement que tu me mettes Je fais ça 2 petites secondes. C'est bon, ça devrait fonctionner. Oui, bon, voilà. OK, bon, vous voyez bien? Très bien. Parfait. On va partir ça. Alors voilà, la vision solidaire de l'économie par moi et c'est ce mois-ci. Donc, le plan d'information, le plan, comme Marc-Olivier a dit tantôt, je vais quand même essayer de laisser pas mal de place aux questions, réponses et discussions, en tout cas, toutes les questions que vous pourriez avoir autour de ça, puis on va essayer de jaser de ça en gang. Mais auparavant, il y a 5 aspects que je voudrais présenter. Donc, d'abord, on va se parler un peu de ce qu'on essaye de faire ici. Ensuite, la vision économique générale. Puis, comme vous allez voir, cette vision-là, ben, c'est une vision de transformation structurelle un peu de l'économie au Québec. Et en ça nous distingue, ça nous distingue vraiment des autres parties. Mais en fait, je dirais parce que nous, on a une vision. Hein. Déjà là, ça nous distingue pas mal. Mais on verra un peu plus pourquoi tantôt, puis comment ça va. Il y a quand même des enjeux et des défis avec ces axes de transformation-là, avec cette vision-là. On va aborder ça un peu. Puis ensuite, je vais vous donner une couple d'exemples d'argumentaires si rendu là, vous n'êtes pas trop tanné ou bien vous n'avez pas trop de questions. Tout au long, si vous avez des questions de clarification, vous voulez m'arrêter sur une diapo, sur une autre, n'hésitez pas, vous levez la main, puis on peut se parler, mais pour des questions avec plus de substance ou plus de contenu, je vous demanderai peut-être d'attendre un peu à la fin. Comme ça, on puisse vraiment se concentrer là-dessus une fois la présentation faite. Donc, les objectifs pour aujourd'hui, il y en a 3, c'est-à-dire d'abord avoir cette discussion-là autour de la vision solidaire de l'économie, ensuite voir comment cette vision-là s'insère dans le programme, puis ensuite, on va aborder quelques mesures fortes et importantes dont les candidats auront sans doute à discuter quand ils seront avec les citoyennes et les citoyens sur la route de la campagne. Donc, d'abord, la vision économique. Donc, en quelques mots, ça se résume assez bien, la vision économique de Québec solidaire. Et ça se résume en une phrase, en fait. L'idée de base pour Québec solidaire, c'est qu'on veut mettre les leviers économiques au service d'objectifs sociaux et environnementaux. C'est un peu simple quand on dit ça comme ça, mais pourtant, c'est quasiment revirer bout pour bout la logique économique qui est assez présente depuis longtemps dans un endroit comme le Québec, où est-ce qu'on a comme l'objectif, c'est d'avoir une économie forte, puis une fois qu'on aura une économie forte, on verra ce qu'on fait avec. Mais c'est un petit peu comme un bâton avec une carotte. Là, on n'y arrive jamais à l'économie forte. Il faut comme tout le temps faire différents sacrifices pour avoir plus de croissance, plus de ci, plus de ça. Puis à un moment donné, on finit par se dire, d'accord, mais ça rime à quoi tout ça? Alors, à Québec solidaire, on se dit, non, on revire ça. L'économie, en fait, c'est un outil et il faut mettre cet outil-là au service d'objectifs qui, eux, sont intéressants, eux, sont réels, c'est-à-dire ces objectifs sociaux et environnementaux. Donc, si on pousse un peu plus loin, à Québec solidaire, on a un projet de société. On a un projet de société, puis on va décliner différents axes de ce projet-là tantôt. Mais l'idée, c'est donc de prendre les leviers économiques à notre disposition pour réaliser ce projet de société-là. Et encore une fois, ne pas avoir l'économie comme objectif et pour soi-même. Fait que pour en arriver là, puis ça va être un peu ça mon propos d'aujourd'hui, on a besoin d'une transformation fondamentale de l'économie, de la logique économique. Et puis, ben, ça donne bien parce que le programme de Québec solidaire est riche en propositions qui nous permettent d'arriver ou ils permettent de travailler dans ce sens-là. Voilà. Donc, transformation structurelle, de quoi on parle? Bien, l'orientation générale de cette transformation structurelle-là, c'est, si on veut, de tout changer la manière dont les procédés économiques ont lieu pour que ces procédés-là soient attachés, si je vais une coche plus loin, à une transition écologique qui serait juste, donc où est-ce que tout le monde pourrait, dans laquelle tout le monde pourrait prendre part, mais surtout une transition écologique qui nous permette quand même d'avoir une meilleure qualité de vie. Pas juste quand même, qui nous permette tout court d'avoir une meilleure qualité de vie. Et dans le processus, il va falloir développer une certaine indépendance économique. C'est ça les 4 axes, si on veut, autour desquels se décline cette transformation structurelle-là.
Puis j'insiste là-dessus, c'est que ça fait des décennies, finalement, puis il y a beaucoup d'électrices et d'électeurs qui nous le disent, qu'ils s'ennuient d'avoir des grands projets, mais ça fait des décennies qu'on fait juste des ajustements à la marge. Tu sais, à chaque 4 ans, on se dit, bon, ben, quelles 3 mesures on pourrait rajouter pour aider ce groupe-ci qui a un peu plus de misère ou pour changer cette petite affaire-là, puis tout ça. Puis généralement, c'est des trucs qui peuvent être utiles, mais il faut quand même aller au-delà de cette vision-là, au-delà d'une vision un peu par mesure, puis avoir une vision par projet pour le projet central, puis voir comment chacune des mesures se rattache à ce projet central-là. Il faut voir comment chacune des mesures s'inscrit dans une sorte de processus général pour nous amener, comme je dis ici, vers une économie verte et résiliente. OK. Si on prend les 2 premiers éléments, donc les 2 premiers éléments, c'est la transition écologique, l'indépendance économique. Ça ressemble à quoi? Bien, l'idée centrale ici, c'est de faire une reprise en main démocratique de l'économie. Une reprise en main démocratique de l'économie, c'est-à-dire que collectivement, on se dit quel genre d'économie on voudrait, puis à quoi on voudrait qu'elle serve, plutôt que simplement laisser, entre guillemets, les forces du marché agir dans la direction où elles voudront bien, puis ensuite arriver par en arrière, puis essayer d'ajuster ou de compenser tout ce qu'ils auront fait de plus ou moins correct. Donc, ça veut dire favoriser, entre autres, les circuits courts, l'économie locale, et le plus possible, l'autonomie économique, ça va vouloir dire essayer de s'affranchir des filières de production mondialisées. Donc, relocaliser l'économie au Québec. Ça ne veut pas dire se fermer, là. Ça ne veut pas dire qu'on va commencer à faire pousser des bananes sur la Côte-Nord. Ce n'est pas ça l'idée. Mais en même temps, d'essayer de voir si on peut relocaliser plusieurs processus économiques ici pour avoir une économie plus forte, résiliente, plus dynamique. Ça veut aussi dire augmenter l'autonomie régionale, pas avoir un truc centralisé décidé à partir du complexe G à Québec, ce n'est pas ça l'idée du tout, mais d'avoir une plus grande autonomie régionale, donc une création d'instances de gouvernance avec un budget et des réels moyens de faire quelque chose, instances qui pourront ensuite se coordonner. Favoriser l'autonomie alimentaire, mobilité durable à la grandeur du territoire pour que cette économie-là soit bien intégrée, et puis évidemment faire une transition énergétique. Donc, tous ces éléments-là, ça converge pour essayer de supporter un projet général de transition écologique d'une part, mais surtout d'autonomisation de notre économie. Pour ce qui est de la qualité de vie, ben, comme je disais tout à l'heure, on passe d'un objectif de croissance de la production, d'essayer de viser des pourcentages de croissance toujours plus élevés, à un objectif d'amélioration de la qualité de vie. Évidemment, pour manger des légumes, il faut faire pousser des légumes. Donc, on ne peut pas juste se dire, ben, on arrête tous de travailler au complet demain matin, ce n'est pas comme ça que ça marche. Mais néanmoins, on peut quand même travailler mieux et travailler moins un peu. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est qu'on a des gens qui, pas des gens qui ne travaillent pas assez, on a des gens qui sont surmenés. Donc, l'idée, c'est d'essayer de se dire, ben, plutôt que vivre pour notre travail, il faudrait plus travailler pour se donner des bonnes conditions de vie. Et donc, ça se décline en une amélioration des conditions de travail, meilleure conciliation de travail-famille, plus de vacances et de congés. Donc, on est déjà sorti sur les 4 semaines de vacances, entre autres, c'est une mesure qui est centrale autour de ça. Et évidemment, d'un point de vue de service, c'est un réinvestissement massif dans les services à la population, puis on garantit à tout le monde un logement décent. Alors, donc, on disait transition écologique, autonomie économique, meilleure qualité de vie. Et finalement, d'un point de vue de solidarité, bien, il faut que cette société-là, tout le monde y soit inclus, tout le monde puisse y prendre part. C'est-à-dire, on veut bâtir une société plus juste, plus inclusive. Puis je vous ai mis quelques mesures qui aident à ça ici, mais dans la plateforme, on parle de lutte à l'évasion fiscale, une taxe sur le patrimoine, donc sur le patrimoine des gens beaucoup plus fortunés, une augmentation des paliers d'imposition, taxe sur les grands pollueurs, mais en même temps, un soutien important au tissu communautaire qui supporte toutes les communautés à la grandeur du Québec. Puis ensuite, s'assurer qu'on a un accès équitable aux services publics et au système de justice. Alors voilà, donc on a 4 dimensions. Bon, ça c'est beau pour les beaux projets, les trucs comme ça, puis je suppose que là, je ne vous ai pas nécessairement appris grand-chose parce que c'est un peu pour ça que vous avez signé pour faire partie de Québec solidaire et faire partie de ces grands projets-là. Mais là, on va se dire, OK, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait ça en pratique? Et puis, il y a au moins un enjeu et 2 défis actuellement que ça souligne cette chose-là. Les 2 défis, je vous les ai mis en bas ici, c'est-à-dire d'une part, on a-tu le monde pour tout faire ça? Tu sais, à toutes les fois qu'on dit, on va augmenter ci, on va augmenter ça, on va faire plus d'infrastructures, on va augmenter les services, tout ça, est-ce qu'on a la main-d'œuvre disponible? D'autre part, ben, tout ça, ben, ça coûte de l'argent.
Alors, comment est-ce qu'on financerait bien ces affaires-là? Alors, c'est comme deux choses que moi, en tout cas, deux questions que je me fais poser tout le temps en disant, mais attends, vous avez des bien belles idées, mais est-ce que c'est réellement possible dans le contexte québécois actuel? La réponse est oui, hein. La réponse est tout à fait possible, mais c'est quand même important de prendre 2, 3 minutes pour voir comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Puis, je reviens au haut de ma diapo, il y a aussi toute la question de la hausse du coût de la vie en ce moment qui prend beaucoup de place dans l'esprit des gens. Puis on se dit, d'accord, vous avez des mêmes beaux projets, c'est parfait, on pourra peut-être y repenser dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais pour l'instant, moi, ce qui me préoccupe, c'est le fait que je vais à l'épicerie, puis ben, je n'ai pas assez d'argent pour acheter tout ce que je voudrais acheter. Qu'est-ce que vous faites avec ça? Donc, ça, c'est une contrainte aussi fondamentale de dire, ben, actuellement, c'est le gros dossier, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis est-ce qu'en temps d'inflation, on peut pousser un peu plus encore sur le système économique? Donc, je vais aborder ces trois choses-là dans les questions d'enjeux et de défis. Je vais commencer par les deux dernières parce qu'on vient de se parler de tous nos beaux projets. Donc, on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on les réaliserait bien. Alors, comme je vous disais, la question fondamentale ici, c'est y a-t-il assez de monde pour faire tout ça? La réponse, c'est bien, d'une part, on a plein de mesures assez intéressantes à Québec solidaire pour améliorer la disponibilité de main-d'œuvre puis faire en sorte qu'il y ait du monde où il y en a besoin. Mais en même temps, il y a quand même une place pour amélioration du côté de l'immigration. Donc, à Québec solidaire, on décline ça un peu de ces deux angles-là. Pour ce qui est de l'amélioration des conditions de travail, ben, tout ce qu'on a comme mesure qui améliore les salaires, puis l'autonomie professionnelle dans les services publics, la hausse du salaire minimum, entre autres, aussi l'augmentation des congés de vacances, ben, tout ça, ça améliore la disponibilité de main-d'œuvre, même encore une fois, la question de l'augmentation des congés des vacances, parce que ça a l'air de dire ben les gens vont travailler moins, on manque déjà de monde, puis vous les faites travailler moins, c'est un problème. Mais en fait, si les gens sont plus reposés, comme je vous disais tout à l'heure, ben, il y a moins de roulement, il y a moins d'absentéisme, il y a moins de burn-out. Tout ça fait en sorte qu'on a des travailleurs qui sont beaucoup plus productifs. Et ça fait en sorte donc qu'au final, il y a plus d'heures travaillées de manière plus efficace qui vont aller là. Donc, déjà là, des mesures qu'en soi, on voudrait bien. On veut que les gens aient plus d'argent, puis il y ait des meilleures conditions de travail. On veut qu'il y ait plus de congés, mais tout ça se conjugue pour en fait améliorer la disponibilité de main-d'œuvre. Fait que c'est comme un gagnant-gagnant, si on veut. Ensuite, toute une série de programmes de requalification orientés vers des secteurs où les besoins sont grands. Et donc, tout ça, ça les impacte que ça diminue le roulement, le surmenage, encore une fois, puis surtout, ça augmente l'attractivité du milieu de travail, puis en bonne partie dans le secteur public. Donc, il y a aussi une mesure importante d'améliorer les conditions dans le secteur public pour avoir les gens, pour offrir les services qu'on veut à la population en général. Donc, voilà pour la disponibilité de main-d'œuvre, d'une part. D'autre part, pour la question de l'immigration, ben là, les différents axes de mesures auxquels on peut penser. Bien, on sait qu'au Québec, avec le cadre actuel, c'est tellement mal foutu notre affaire du point de vue de l'immigration qu'il y a plein de gens qui arrivent et qui repartent 2 secondes après, là, puis qui s'en vont un peu partout ailleurs. On a de la misère à les garder, c'est mal fait. Donc, il y a beaucoup d'efforts à mettre pour favoriser l'inclusion dans la société en général, mais dans le marché du travail en particulier. Donc, via une amélioration des services d'accueil, il y a beaucoup de gains qui pourraient être faits de ce côté-là. On a une proposition directement en lien avec les carrefours en immigration qui aident dans ce sens-là. Puis ensuite, en même temps, bien, on le sait, il y a un gros enjeu de reconnaissance des diplômes. Là. Fait qu'il y a beaucoup de travail à faire là aussi. Puis, dans la mesure où on pourrait améliorer ces choses-là, bien, ça pourrait grandement alléger tous les problèmes en ce moment liés à la disponibilité de main-d'œuvre. Fait que donc voilà, d'une part, amélioration des conditions de travail, d'autre part, amélioration des choses qui touchent à l'immigration. Deuxième enjeu, comment on paye pour tout ça? Bon, les finances. Puis c'est drôle, je parlais à mon équipe la semaine dernière, puis je leur parlais de cette formation-ci, puis ce qu'ils me disaient, c'est, ils disent, on veut que tu nous parles de cash, grosso modo. On veut que tu nous parles d'argent, on veut que tu nous expliques comment est-ce qu'on va faire venir tout ça. Bien, il y a deux réponses à ça. Mais avant d'y plonger, là aussi, je voudrais réitérer la logique générale. C'est qu'encore une fois, à Québec solidaire, on veut faire ça de manière tout à fait rigoureuse. Hein, puis on ne se dit pas qu'on peut tout faire, puis on peut faire pleuvoir de l'argent sur l'économie, puis on peut inventer de l'argent qui n'existe pas. La question, c'est pas là, c'est pas vrai en fait. Mais on l'a vu avec la pandémie, la minute qu'il y a un besoin politique ressenti, tout à coup, il y a des ressources qui arrivent.
Fait qu'il s'agit d'avoir la même urgence, ressentir la même urgence face au climat, face aux enjeux sociaux qu'on a dans notre société actuelle, puis on pourrait mobiliser le même genre de ressources. Donc, en fait, l'idée, c'est qu'on ne visera pas certains ratios économiques par et pour eux-mêmes, mais encore une fois, on met ces leviers économiques-là au service de nos objectifs sociaux et environnementaux. Il y a 2 dimensions à ça. La première, c'est, je vous l'ai mentionné tantôt, mais revoir les barèmes fiscaux, puis je vais vous les remettre dans 2 secondes, mais revoir la manière dont l'État va chercher des revenus pour se donner plus de marge de manœuvre. Mais par ailleurs, au Québec, on est chanceux. On a des institutions financières qui sont qui sont fortes, qui sont bien incluses dans l'économie, comme la Caisse de dépôt et de placement, et desquelles on pourrait orienter le mandat vers autre chose que simplement faire du rendement, ce qui est un petit peu ce qu'on leur demande ces temps-ci. Donc, le deuxième pan important, c'est de prendre les leviers d'investissement qu'on a, Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec, puis orienter les ressources qui sont dans ces institutions-là vers la transformation économique qu'on souhaite. Puis en même temps, les subventions qu'on donne déjà, on les revise, puis on les met conditionnelles à ce que des choses intéressantes se fassent maintenant. Du point de vue de la fiscalité, j'ai déjà mentionné, mais on parle de lutte à l'évasion fiscale, taxer le patrimoine, taxer les gains en capitaux, fort important, les taxer en entier comme on fait avec les salaires. Il n'y a pas de raison pour laquelle les gains en capitaux soient moins taxés que les autres types de revenus. Augmentation des paliers d'imposition pour les hauts revenus en même temps, pour que tout le monde puisse faire leur part. Puis en même temps, on a plusieurs mesures d'éco-fiscalité, comme par exemple des taxes sur les grands polluants. D'un côté de fiscalité, fait que ça nous donne plus de revenus. Et puis d'autre part, une fois qu'on a ces revenus-là, tous nos véhicules d'investissement peuvent ensuite canaliser l'épargne collective qui est dans la Caisse de dépôt et de placement du Québec, canaliser les ressources à travers Investissement Québec en adéquation avec notre projet de transition écologique, finalement, pour favoriser cette économie verte, mais dynamique et résiliente en même temps. C'est vraiment les deux qu'on souhaite faire. Et voilà, révision des programmes de subvention, je l'ai déjà mentionné. Alors voilà pour le gros cash. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'histoire de l'inflation? Bon, l'inflation, je ne sais pas pour celles et ceux d'entre vous qui circulent déjà un peu dans la rue, je soupçonne que vous vous faites sans doute poser quelques questions par rapport à ça. C'est normal. Le problème, d'abord, est à la une des journaux depuis des mois. Fait que les gens l'ont en tête, mais les gens le vivent surtout. C'est un problème qui est tout à fait central et important pour beaucoup de gens au bas de l'échelle. Puis c'est surtout important parce qu'en fait, les solutions qui sont apportées actuellement par les différents paliers de gouvernement sont absolument inadéquates. Je vous en ai listé 2 ici, mais bon, le 500$ de Legault, là, puis avec le prochain chèque si on vote du bon bord. Et puis, ensuite, au fédéral, la seule solution, c'est la hausse du taux directeur. On laisse à la Banque du Canada faire son affaire, c'est-à-dire qu'on lui dit, montre-nous les taux d'intérêt, puis l'inflation va magiquement disparaître. C'est tout à fait contre-productif. Je vais passer quelques minutes avec vous pour vous dire comment est-ce que tout ça, ça ne marche pas. Là. Ça n'a pas de sens. Et que l'approche solidaire, c'est d'aider les gens de manière durable, finalement, de faire ni l'un ni l'autre, mais d'améliorer les conditions de vie, pas les conditions de vie, mais la capacité, le revenu des gens de manière durable. Donc, juste rapidement, là, on ne va pas se faire un 3 heures sur l'inflation, mais comme rappel, tu sais, il faut se dire que cette inflation-là, cette hausse du coût de la vie-là, elle nous vient d'ailleurs. Elle nous vient d'ailleurs en grande partie. C'est quoi? C'est les chaînes d'approvisionnement qui ont eu de la misère pendant la pandémie. C'est le prix du pétrole qui, à cause de la guerre en Ukraine, en bonne partie, atteint des sommets qui n'avaient pas été vus depuis un moment. Puis le pétrole, il y en a partout. D'abord, on en achète comme produit fini pour mettre dans les véhicules, pour mettre ailleurs. Puis en plus, c'est un intrant dans le transport, dans le plastique, dans tout ce qu'on voudra. Fait que le pétrole, il y en a partout. Si le prix du pétrole augmente, ça augmente. Il y a eu beaucoup d'événements climatiques aussi cette année. Fait qu'il y a plusieurs récoltes qui ont eu de la misère. Fait que ça, on le voit aussi dans les prix des aliments. Pourquoi je vous nomme tout ça? Parce que l'idée, c'est que l'inflation, elle nous vient d'ailleurs. Ce n'est pas un phénomène qu'on a ici au Québec. Ce n'est pas un truc qui nous est propre. D'ailleurs, l'inflation, elle est ressentie un peu partout, dont ici. Il y a aussi des prix de l'immobilier. Ça, j'en reparlerai un peu tantôt. Ça, c'est un peu plus local, peut-être. Et puis, des fois, on nous dit, parce que des fois, les salaires augmentent et tout ça, mais en fait, le problème actuellement, c'est précisément que les salaires n'augmentent pas assez vite pour l'inflation, puis que les gens ont de la misère à cause de ça. Fait que l'inflation, elle ne vient pas parce que les gens gagnent trop cher ou ont des hausses salariales.
OK. Donc, est-ce que hausser le taux directeur, ça a du sens? Non. Le taux directeur, ce à quoi ça sert, c'est on monte les taux d'intérêt pour que les gens empruntent moins et que ça fasse ralentir l'économie. Donc, on essaie de créer une récession un peu à quelque part, ou en tout cas un ralentissement économique. Ça marche si l'inflation, ou ça a de l'allure peut-être si l'inflation vient d'une surchauffe locale, mais ce n'est pas ça. L'inflation, elle vient d'ailleurs. Donc, on ne voit pas en quoi la hausse du taux d'intérêt pourrait nous aider sur le prix du pétrole, par exemple. Ça n'a rien à voir. En plus, quand tu hausses le taux d'intérêt, c'est le monde ordinaire qui paye. Ça veut dire une hausse des taux hypothécaires. Puis si on réussit vraiment à faire un ralentissement économique, ça va vouloir dire une hausse du chômage, des gens qui vont perdre le job. Puis les gens qui vont perdre le job, généralement, ce n'est pas ceux qui gagnent 200 000 par an. C'est les gens qui sont au bas de l'échelle. Fait que c'est complètement contre-productif. Puis le fait que le gouvernement québécois en ce moment ne soit pas en train de s'insurger contre ça, puis laisse juste les choses aller, c'est un problème. Mais donc, mais pour l'instant, c'est vrai que c'est Ottawa qui décide. On est un peu à la remorque de ça. Là, on touche à d'autres positions du parti sur ces questions. Donc, c'est plus utile d'agir sur le revenu des gens. OK. Donc, il faut supporter le revenu. Alors, Legault, il a décidé d'envoyer des chèques au monde parce que les gens vont passer les chèques, puis ça se passe bien, puis tout ça. Mais évidemment, les 500 pièces qui ont été envoyés sont déjà à peu près tous dépensés, fait que ça ne sert pas à grand-chose à long terme. Surtout, les prix, eux, ils ne vont pas redescendre. Fait qu'il va-tu nous envoyer des chèques à tous les 3 mois pour ajuster à chaque fois pour un prix qui n'a pas redescendu? Il y a quelque chose d'absurde dans cette affaire temporaire-là. Puis en plus, pour lier à ce que je disais auparavant, je vous ai mis une citation ici de la Banque royale là, qui dit « Si le taux directeur, le taux de la Banque centrale atteint 2 le ménage moyen au Canada va payer 2 000 $ de plus en frais hypothécaires, donc plus que l'argent que le gouvernement va y avoir redonné. » Fait que, ça ne marche pas, cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'on propose à Québec solidaire? On propose aussi des mesures de support du revenu, mais des mesures durables. Une augmentation du salaire minimum, une augmentation des prestations familiales, une bonification du régime de retraite public pour que tout le monde puisse y avoir accès, que ce régime-là soit universel, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Puis, on améliore aussi les prestations, le taux de couverture. Dans l'immobilier, parce que l'immobilier, ça ne rentre pas dans le taux d'inflation officiel, mais c'est quand même un coût super important pour les ménages. On parle d'un contrôle de loyer, fait qu'à court terme, on essaye de modérer la hausse des prix. À moyen terme, il faut construire plus de logements. Il faut revenir à une construction de logements abordables beaucoup plus grande que ce qui a été fait dans les dernières années. Puis une autre mesure que moi j'aime bien dans notre programme, c'est la transparence des offres d'achat. C'est une mesure qui est assez simple à mettre en place puis qui ne coûte rien techniquement au gouvernement, mais qui dit plutôt qu'on soit tous en train de faire des enchères à l'aveugle, puis mettre des 100 000 ou des 150 000, des fois j'entendais ça aujourd'hui, de plus comme offre que le prix qui est demandé, puis en espérant que ce sera peut-être nous autres qui va être choisi. Si on a une transparence des offres d'achat, ça risque de modérer un peu ce genre de processus-là, puis de limiter un peu la spéculation. Et en même temps, à moyen et long terme, tout ce que on se disait tantôt par rapport au fait de bâtir une économie résiliente, ça va aider. Si on a des circuits courts et une autonomie alimentaire, on est moins dépendant des récoltes ailleurs qui peuvent avoir de la misère d'un point de vue climatique. Si on est moins dépendant du pétrole, le prix qui oscille à grandeur de la planète nous fait moins de tort à ce moment-là. Puis en même temps, on peut imaginer d'autres mesures comme une loi contre l'obsolescence programmée pour dire qu'on a un moins grand taux de roulement de consommation, puis on est capable de garder un peu plus nos affaires. Fait que voilà, donc 3 séries de mesures à 3 temporalités différentes. Si on veut support du revenu, ça c'est immédiat. Ensuite, l'immobilier, on parle de court et de moyen terme. Puis l'économie résiliente, c'est le projet qui nous permettra de ne pas subir ça de la même manière dans le futur. Fait que voilà, donc ça fait un petit bout de temps que je parle. Marc-Olivier, ça fait combien de temps là, que j'ai commencé? Ça fait une vingtaine de minutes, là, tout au plus. Ah, parfait. Fait que je vais vous donner 2 petits exemples d'argumentaire comme ça, autour de 2 questions. Puis ensuite, on pourrait peut-être commencer à se jaser ça puis à parler de différentes choses pour ne pas trop vous endormir. Alors voilà. Donc, j'ai pris 2 mesures qui, moi, dont on me parle souvent, qui me sont soumises souvent en disant « Ouais, mais donc, vous avez une mesure là-dessus, puis c'est bien intéressant, mais en fait, ça va plomber l'économie, ça n'a pas vraiment d'allure, puis tout ça, c'est un problème. » Alors, le salaire minimum à 18 $, c'est la première mesure, puis ensuite, celle-là sur laquelle on est déjà sorti, c'est-à-dire les 4 semaines de vacances.
J'ai envie de commencer par les 4 semaines de vacances, parce que j'en ai déjà un peu parlé. Et puis, donc, la question des 4 semaines de vacances, encore une fois, dans un contexte d'enjeu de disponibilité de main-d'œuvre, il y a toute une question là de dire est-ce que ça a de l'allure de donner plus de vacances au monde alors qu'on a besoin de plus de monde en train de travailler? Puis ce qu'il faut voir, c'est qu'en ce moment, les gens sont à bout, fait que ça crée précisément l'inverse. C'est que pour l'instant, on a des services qui marchent mal parce qu'à tout bout de champ, euh, les entreprises ou les services publics, il y a du monde qui ne rentre pas, sont obligés de se trouver du monde à la dernière minute ou bien non, de repousser des affaires. Fait que les trucs, les services et les entreprises fonctionnent mal, puis ça crée une espèce de coût circulaire où est-ce que tu pelles vers l'avant, ça donne plus de travail aux gens qui sont encore là, ils se surmènent, puis tout ça, ça crée une espèce d'effet boule de neige. On a évalué en 2016 là, que cette affaire-là, ce surmenage-là, ça coûte 3,5 milliards aux entreprises. Donc, à l'argument, oui, mais c'est qui va payer pour ça, là, ces vacances-là? La réponse, c'est qu'en fait, ne pas avoir de vacances, ça coûte déjà très cher. Ça coûte déjà très cher aux entreprises et collectivement, ça nous coûte également très cher au système de santé parce que tout ce beau monde-là qui est surmené, se retrouve à avoir des enjeux de santé mentale, évidemment, des enjeux de santé physique et tout ça. Donc, collectivement, finalement, ça n'a pas vraiment de sens comme calcul. Évidemment, d'un point de vue individuel, avoir plus de vacances, ça a bien de l'allure. Autre chose que je n'ai pas mis aussi dans ma diapo, c'est que les 2 semaines de vacances qu'on a ici, qui sont statutaires, c'est très bas dans le monde occidental. La plupart des pays européens ont déjà 4 semaines, sinon plus. Mais en Allemagne, par exemple, c'est déjà le cas. Puis, ce n'est pas un pays qui est particulièrement non productif ou non concurrentiel d'un point de vue économique. C'est un endroit qui marche quand même assez bien, l'Allemagne, sur différentes affaires. Et puis, ils ont bien plus de vacances que nous autres. Donc, l'idée, c'est que le premier point, c'est de dire non, non, non. Le vrai angle de cette affaire-là, c'est que les gens sont à bout, puis il faut faire de quoi. Le deuxième angle, c'est de dire, en fait, économiquement, il n'y a pas de problème. En fait, ça aide l'économie parce qu'on a une diminution du taux de roulement, on a une diminution du surmenage, on a une diminution de l'absentisme. Et en même temps, on a une augmentation de la productivité, comme je disais tout à l'heure, augmentation de l'attractivité du marché du travail. Donc, l'enjeu, c'est que les gens sont à bout. Ensuite, économiquement, ça plombe l'économie, le fait que les gens soient à bout. Le fait de leur donner plus de vacances, plus de congés, plus de marge, ça aide en fait à la productivité puis à l'efficacité des travailleurs. Donc, tout ça n'est pas un boulet pour l'économie, c'est encore une fois gagnant, gagnant. Alors, voilà pour une première mesure. Et pour la question du salaire minimum, là, je me suis limité un peu parce que, bon, dans ma vie à l'UQO et par ailleurs, le salaire minimum, c'est quelque chose sur lequel j'ai fait quand même pas mal de recherches. Mais je vous ai mis la version un peu plus courte, la version 1 minute que vous aurez quand vous cognez une porte, puis vous allez avoir à parler du salaire minimum à 18$. Et pourquoi on se fait poser la question? 18$, ça a l'air énorme. On augmente le salaire minimum de quelques sous par année, généralement, là, tous les premiers mai. Puis là, tout à coup, le Québec solidaire arrive et dit non, nous autres, on va vous jacker ça. Il y a une couple d'années, il y en a qui ont augmenté ça à 15$. Là. Nous autres, on va le faire à 18$. Pourquoi 18$? 18$, c'est parce qu'au salaire minimum actuel, en fait, là, qui est bien en bas de 15$, il n'est pas pantoute là, aux 15$ qui était réclamé il y a déjà un moment. C'est difficile d'arriver, en fait. C'est vraiment difficile d'avoir un revenu adéquat ou un rythme de vie adéquat pendant toute une année de temps à travailler temps plein au salaire minimum. Puis, il faut se dire très rapidement que ce problème-là, ça concerne beaucoup de monde. Fait que le premier élément ici, c'est de se dire c'est difficile d'arriver au salaire minimum actuel, ça, plusieurs personnes en conviendront. Mais c'est aussi que ça concerne bien du monde. L'image qu'on a des gens au salaire minimum, c'est des ados qui vivent chez leurs parents puis qui travaillent dans un dépanneur. Mais ce n'est pas du tout ça. La réalité, en fait, c'est qu'une majorité des gens qui gagnent en bas de 18$ de l'heure, ce n'est pas des jeunes, c'est des adultes d'un certain âge. La majorité, c'est des femmes, typiquement. Et donc, c'est des travailleuses et des travailleurs à bas revenus, mais qui ont souvent des responsabilités familiales qui vont avec ça, tout un ensemble de trucs. Ce n'est pas juste des ados qui vivent dans le sous-sol chez leurs parents, puis de qui on pourrait se dire, c'est pas grave, hein, ils ont d'autres mondes pour leur aider à subvenir leurs besoins. Fait que c'est central. Et d'ailleurs,
comme mesure, là, le salaire minimum, on se fait souvent répondre, ben oui, mais ça sert à quoi pour les gens qui ne travaillent pas? La réponse, c'est, vous avez tout à fait raison, ça ne peut pas être la seule mesure qu'on met en place. Effectivement, on est d'accord. C'est pour ça qu'on en a d'autres pour bonifier le revenu. Mais néanmoins, le salaire minimum, c'est une mesure qui cible très, très bien les ménages les plus fortunés et qui se compare à la plupart des mesures gouvernementales qu'on met en place pour aider les gens à bas revenus. Donc, premier point, c'est difficile d'arriver au salaire minimum actuel, puis ça concerne bien du monde. Puis le salaire minimum, c'est une mesure qui touche beaucoup, beaucoup de ménages moins fortunés, de personnes moins fortunées. Donc, c'est un lieu d'action tout à fait pertinent. OK, bon, une fois qu'on a convenu de tout ça, on nous envoie généralement 3 boules dans nos quilles. C'est-à-dire qu'on se dit, ben, si vous augmentez le salaire minimum, il y a un paquet de places qui vont fermer, fait que ça va augmenter le chômage parce que les gens ne seront plus capables d'embaucher, ils vont mettre tout le monde à la porte. Premier point, hausse du chômage. Deuxième point, si on augmente le salaire minimum, ben, ça va se refléter dans une hausse de prix. Puis ces temps-ci, la hausse de prix ben, est un petit peu, comment dire, disons qu'elle est assez courante de telle manière qu'elle est assez présente, c'est ça que j'essaie de dire, dans l'esprit des gens. Fait que c'est un peu problématique si on pense que c'est ça qui va arriver. Troisième point, impact sur les PME. On se dit, ben oui, mais qu'est-ce qu'on fait de nos petites entreprises? Ça va, les grosses entreprises, tu montes un peu le salaire, trouveront bien moyen de s'organiser, ça va, mais les petites PME là, qui ont une couple d'employés, comment ils gèrent ça? OK. Ben, dans les faits, c'est que, d'abord, d'une part, l'emploi, ce n'est pas vraiment un enjeu central en ce moment. On nous dit qu'on a une pénurie de main-d'œuvre un peu partout. Fait que la hausse du chômage, ce n'est pas nécessairement ça qui nous guette. Mais de toute façon, les recherches qui essayent de se pencher sur cette affaire-là nous montrent que ça a un impact très, très faible sur l'emploi. Pourquoi? Parce que le salaire minimum, ça fait 2 choses. Ça augmente le coût pour les entreprises, mais ça donne de l'argent dans les poches du monde. C'est un peu l'objectif qu'on avait au début. Puis cet argent-là, les gens vont le dépenser dans les mêmes entreprises qui viennent d'augmenter les salaires. Fait qu'on a une hausse de la demande, puis une hausse des coûts. Puis au final, les recherches nous disent que c'est kiff-kiff. La hausse de demande compense à peu près la hausse des coûts. Fait que le monter le salaire minimum, ça ne nous crée pas une demande pour l'emploi terrible, mais ça ne crée pas non plus un chômage extraordinaire non plus. Les deux se compensent à peu près. Puis ça fait en sorte qu'on n'a pas cette explosion de chômage-là que plusieurs anticipent. Puis là, les recherches dont je vous parle, le salaire minimum, c'est sans doute une des choses sur lesquelles il y a le plus de recherches en Amérique du Nord. Fait que je vous parle sur la base de dizaines et dizaines d'études qui ont été faites partout en Amérique du Nord. Puis la plupart des endroits ont le même barème que nous au Québec, ils ont le même genre de programme de salaire. Les prix, l'inflation, ben là aussi, les mêmes recherches nous disent qu'il n'y a aucun impact. Puis d'ailleurs, le problème en ce moment, ce n'est pas que la hausse de salaire fera augmenter les prix, c'est que la hausse de salaire ne suit pas en toute la hausse de prix. Fait qu'on a une déconnexion entre les deux qui fait vraiment mal aux salariés au bas de l'échelle. Donc, on peut facilement argumenter que ce serait utile de faire une hausse de prix qui se rapproche un peu plus de l'inflation, disons, pour la compenser. Finalement, pour la question des PME, ben les PME, quand ils nous en parlent dans le secteur public, ben, ils voient juste le coût, typiquement. Ils disent juste, bon, ben, moi, ça va me coûter plus cher, puis ben, ils ont raison. Hein? Le salaire, il faudra bien qu'il soit payé. Mais comme on se disait juste avant, le salaire minimum, c'est un coût, mais ça augmente aussi le revenu au bas de l'échelle. Donc, ça augmente la demande en même temps. Puis quand on regarde qu'est-ce qui arrive aux PME finalement, puis autre point, c'est que le salaire minimum, ça a l'avantage d'être une mesure universelle. Une mesure universelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème de compétitivité. On ne demande pas juste à 3 PME de monter leur salaire puis pas aux autres en face. Donc, il y a comme un problème. Il y aurait comme certains restaurants qui monteraient leur salaire puis pas les autres. Fait qu'il y aurait un problème de compétitivité. Le salaire minimum, ça le fait monter pour tout le monde. Fait que tout le monde est dans le même bateau. Il n'y a pas de problème de compétitivité entre les PME. Le fait que ça crée aussi de la demande, ça fait en sorte que, moi, les recherches que j'avais faites pour le Québec dans le temps montraient très clairement qu'il n'y avait aucun effet négatif notable sur les PME. Il y avait même un plus bas taux de fermeture les années de hausse importante du salaire minimum. Donc, ça allait, voilà. Donc, ça, c'était 2 exemples d'argumentaire. On pourrait se parler d'autres mesures que peut-être vos électrices et électeurs vous ont soumises, si vous voulez. Mais si on veut
pour résumer, j'aurais 3 choses à dire avant qu'on passe aux questions et réponses. D'abord, à Québec solidaire, ce qui nous distingue fondamentalement des autres partis, c'est que nous, on a une vision. On a une vision d'avenir, puisqu'on constate qu'il y a un enjeu fondamental de climat, il y a des enjeux sociaux qui sont aussi fondamentaux, puis par conséquent, il faut arrimer l'économie à ça. Fait qu'il ne s'agit pas juste de garder le modèle économique qu'on a depuis des décennies, puis d'ajuster un peu par-ci, par-là, une couple de mesures à la fois à la marge. Il faut fondamentalement modifier ça. On modifie ça comment? Ben, par une reprise démocratique des leviers économiques, une redirection de ça vers une économie plus locale qui est plus forte, qui est plus résiliente, puis surtout qui est décidée de manière un peu plus démocratique. Donc, on met, si on veut, l'économie au service de la réalisation de ces idéaux. Puis la troisième chose que je voudrais vous mettre, ça c'est un petit peu un résumé, mais la troisième chose, puis c'est ça que j'ai essayé un peu de démontrer avec mes 2 argumentaires sur le salaire minimum puis sur les 4 semaines de vacances, c'est que, quoi qu'on en pense, la science est de notre bord. C'est un peu bizarre que je vous dise ça comme ça, mais on nous taxe souvent, Québec solidaire, d'avoir des bien belles idées. Il n'y a pas grand monde qui conteste le fait qu'on a des idéaux intéressants puis que l'image de la société qu'on montre puis qu'on pousse soit désirable. Là-dessus, on score assez bien. Mais après ça, les gens nous disent, oui, mais on ne peut pas, c'est pas vrai qu'on peut faire ça, puis on n'a pas les moyens. On a parlé de la question de la main-d'œuvre, on a parlé de la question du financement. Mais au-delà de ça, même quand on regarde les mesures comme le salaire minimum, comme les vacances, les recherches économiques, ce qu'elles démontrent, c'est que nos mesures seraient en fait favorables pour l'économie, ou à tout le moins, amélioreraient la qualité de vie des gens sans causer de problème au reste du dynamisme de l'économie. Fait que c'est donc pas vrai. On n'a pas à être gêné de nos mesures, puis à se les cacher, puis à parler d'économie le moins possible. Au contraire, on peut mettre ça de l'avant, puis dire ce qui est raisonnable, là, dans ce cas-ci, dans ce cadre-ci, dans ce contexte-ci, ce qui est raisonnable, c'est non pas d'atteindre certains ratios financiers pour les finances publiques, c'est de s'attaquer aux problèmes climatiques. Ça, c'est ça qui est raisonnable. Puis en plus, nous, on a un plan pour le faire de manière rigoureuse, de manière efficace et de manière tout à fait responsable. Fait que voilà, moi, là-dessus, c'est un petit peu le message général que je vous lancerai. Je vais enlever le partage. Il y a déjà l'air d'avoir des questions dans le chat. Je vais te les poser, dans le fond, parce que, dans le fond, la première question qu'il y a, c'est, on parlait à un certain moment du revenu minimum garanti. Ça n'a pas été évoqué dans ta présentation. Donc, Richard se demandait pourquoi, puis dans le fond, quel impact ça peut avoir dans ce grand dessin-là. Oui, c'est une excellente question. Et la réponse, c'est que dans notre plateforme, on a une position très claire pour le salaire minimum. Fait que ça, là-dessus, on fait campagne là-dessus. Puis le salaire minimum, ce qui est plaisant, c'est que c'est une mesure, entre guillemets, qui est facile, c'est simple. On fait juste dire, on a un plancher, puis on augmente le plancher. Et puis là, ça crée les impacts que je vous discutais tantôt. Le revenu minimum, en bon franc-anglais, le diable est un peu dans les détails. C'est-à-dire qu'il y a plein de manières de mettre cette chose-là en place. Fait que la position de Québec solidaire pour l'instant, et Québec solidaire pour l'instant n'a pas un plan précis par rapport au revenu minimum. Le plan, c'est de faire des projets pilotes. Donc, d'essayer différentes choses, différentes moutures de cette affaire-là, voir comment ça marche, puis peut-être aller un peu dans ce sens-là. Mais il n'y a pas de position précise là-dessus, justement parce qu'il y a des possibilités qui peuvent diverger, puis que la forme que ça prendra au final influencera la réalité du truc. Mais voilà, c'est ça que je répondrais pour le revenu. Ouais. Puis d'ailleurs, là-dessus, il y a un excellent livre qui a été publié chez Éco-Société là-dessus, le revenu de base en question, en fait, un des problèmes là-dedans, comme Mathieu disait, c'est que c'est tellement large qu'il y a même des partis de droite qui proposent de mettre en place le revenu minimum garanti en faisant en sorte d'éliminer les programmes sociaux existants. Fait que, il faut... bref, c'est une boîte de Pandore, puis on voulait faire en sorte de se donner le temps d'évaluer cette situation-là.
C'est ça. Puis ensuite, il y avait une question là, sur la question de la retraite pour tout le monde. Donc, tu parlais tantôt d'augmenter le niveau de retraite. Est-ce que ça touche aussi les plus riches ou c'est modulé dans notre proposition? Ma compréhension, c'est que ce sera un programme universel. Là où il y a redistribution, solidarité, puis qu'on s'assure que chacun fasse sa part, disons ça comme ça, c'est qu'évidemment, on ne finance pas ces systèmes-là de manière tous égale. Fait que, c'est beaucoup plus d'un point de vue de palier d'imposition et d'imposition aussi sur le patrimoine, puis ce genre de choses-là, qu'on va réégaliser un peu les choses et réduire les inégalités au Québec. Et le programme de retraite en lui-même serait universel, un peu comme le programme canadien. Génial. Puis au niveau du salaire minimum, est-ce qu'il est prévu de pouvoir aider les petites entreprises ou les OBNL justement pour contrebalancer la hausse du salaire? Oui. Là, il y a vraiment une distinction, il y a une distinction importante à faire. Si les gens vendent quelque chose ou pas, on va plus à le mettre simple de même. Et puis, pour les entreprises qui fonctionnent sur le marché, comme je disais tantôt, les choses s'égalisent au final. Il n'y a pas besoin d'aider ces entreprises-là parce qu'il y a une augmentation de la demande qui vient plus que compenser souvent ou à tout le moins compenser l'augmentation des coûts. Donc, ça va assez bien. Évidemment, pour le milieu communautaire, la question est très différente. Puis pour tous les trucs sans but lucratif, où est-ce qu'il n'y a pas de choses qu'on vend ou tout ça, ça peut être beaucoup plus problématique. Fait que oui, cette augmentation-là du salaire minimum, elle est couplée à une augmentation assez importante du soutien communautaire, par exemple, et à tous ces organismes-là pour être sûr que le financement soit adéquat. Et déjà actuellement, en fait, on a des organismes qui aimeraient bien payer leur monde plus cher, mais ils n'ont tellement pas de financement qu'ils n'ont pas les ressources pour le faire. Fait que l'idée, c'est de faire les deux, de dire non, ce serait important que les gens qui travaillent dans ces milieux-là gagnent un bon salaire aussi, mais ils le méritent comme tout le monde, hein? Mais qu'on donne les moyens à ces organismes-là de payer ce salaire-là. Fait que c'est un peu comme ça que ça se déclinerait pour ça. Génial. Là, ensuite, c'était plus de l'ordre du commentaire. Là, puis il y avait une question de savoir si tu pouvais avoir que tu publies là, certaines études, là, ou en tout cas sur la question du salaire minimum là, dont tu parlais tantôt. Là, il y a une demande là, qui était faite. Bon, on va y aller avec Benoît Landry. Oui, bonsoir. Bon, OK, oui, je voulais que vous me voyez. Moi, je comprends assez bien les arguments, en fin de compte, concernant le salaire minimum, etc. là. Mais souvent, ce que je rencontre, c'est, par exemple, je vais verbaliser ça de même, le manque de solidarité entre les gens qui ont des revenus semblables. Comme, par exemple, si on augmente le salaire minimum à 18 de l'heure, les gens qui gagnent actuellement 18 de l'heure, 18,5 là, ils disent, je tombe maintenant au salaire minimum, puis moi, je n'aurai pas nécessairement, les restaurants vont augmenter parce que tous les personnels des restaurants vont avoir un meilleur salaire. Puis il y a tellement un peu de marge de profit de ce temps-là des restaurants que ça va augmenter. Fait que la personne qui a peut-être les moyens d'aller au restaurant à l'heure actuelle parce qu'il gagne 18,5 bien là, si tous les restaurants augmentent le prix, là, c'est lui qui n'aura pas. Fait que c'est à quelque part une question qu'on aurait de la difficulté, on a de la difficulté à aller chercher la solidarité du monde qui n'ont pas de salaire nécessairement très, très élevé. Je ne sais pas comment répondre à ça. C'est une très bonne question à laquelle il y a deux réponses assez simples. En passant, les études, oui, là, je vous donnerai peut-être 2, 3 adresses tantôt avant qu'on parte pour répondre à Eve Duhem. Mais la réponse à cette question, c'est que d'une part, il n'y a pas juste les gens en dessous du plancher qui vont voir leur salaire augmenter. Les gens qui sont proches du plancher, leur salaire est poussé vers le haut aussi. Il y a entre guillemets, il y a une raison pour laquelle les gens gagnent un peu plus cher, peut-être parce qu'ils ont un poste de gestion, dans certains endroits, un poste de manager ou quelque chose de même, de gestionnaire.
Et ça fait en sorte que les différences salariales sont conservées. Donc, la personne qui gagne 18,50, si on monte le salaire à 18 $, elle ne restera pas à 18,50 typiquement. Elle va peut-être monter à 21, 22. OK? Donc, la hausse, évidemment, n'est pas de 100 %. Ce n'est pas de 100 % pour tout le monde, mais si on veut, ça percolate un peu vers le haut. Puis moi, quand j'avais fait des recherches là-dessus, disons, quand on parlait du 15 $, on voyait des effets d'augmentation jusqu'à peut-être 18 $. Les gens qui gagnaient en dessous de ça, puis qui voyaient leur salaire augmenter également. Évidemment, si on gagne 50 $ de l'heure, on ne voit aucun impact. On est d'accord, mais on n'est pas le public cible non plus. Donc, la première chose, c'est que les gens qui seraient proches de la nouvelle limite auront vu généralement leur salaire augmenter aussi. Donc, ce n'est pas vrai de dire que la mesure, elle touche juste les gens qui sont en bas de 18 $. Elle va toucher un peu tout le monde. Parce que quand on relève le plancher du salaire minimum, ben, ça aide à la négo de tout un paquet d'autres travailleuses et travailleurs aussi là, qui disent « Écoute, ça ne fait pas mon affaire ici, moi, il y a une job au salaire minimum à côté. Dans le temps qu'il me payait 13 $, ça me tentait moins de partir. Tu sais. Mais là, maintenant qu'il m'en paye 18, ça serait plaisant que tu m'offres des meilleures conditions pour que je reste. Tu sais. Fait que, tout ça pousse un peu vers le haut, puis on observe ça. Là. Ça c'est dans les. Je ne vous invente pas ça. Là, c'est, dans les recherches, il y a vraiment de la percolation vers le haut. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je ramène à ce que je disais tantôt sur les prix. Les prix n'augmentent pas tant que ça suivant une hausse salaire minimum. Il y a d'autres ajustements qui se produisent, notamment sur le fait que la demande augmente, mais sur le volume, les entreprises peuvent ajuster. Tu sais. Donc, il y a une petite augmentation de prix des fois, mais elle est vraiment assez mince, puis vraiment dans certains secteurs précis. Ce n'est pas vrai de dire que tout à coup, les restaurants seront plus accessibles à personne. Il y avait une question dans le chat par rapport à ça. Là, tu sais, c'est quoi? Y a-t-il une espèce de zone tampon ou période tampon entre la hausse du salaire minimum puis la hausse de la demande? Puis c'est assez, entre guillemets, contemporain, si on veut. C'est-à-dire que comme on redonne de l'argent dans les poches du monde tout de suite, bien, elle est dépensée assez rapidement aussi. Là. Les gens au bas de l'échelle n'épargnent pas beaucoup, là, on va dire ça comme ça. Donc, on voit l'impact sur la demande assez rapidement. Fait que, donc, je ne sais pas si Benoît, ça répond un peu à la question, mais moi, c'est comme ça que je l'aborde en général. C'est que, ça pousse un peu tout le monde vers le haut. Dans ces zones-là, fait qu'il n'y a pas avoir de crainte que les gens soient c'est le principe du ruissellement qu'on applique à la base plutôt que de l'appliquer par le haut. C'est ça. La différence, c'est que ce ruissellement-là, il marche, contrairement à l'autre qu'on attend encore. Mais même à ça, tu sais, ce que tu parles là, c'est un peu le principe du Fordisme, là, où on a augmenté le salaire des employés pour se permettre d'acheter les produits de l'entreprise puis de faire diminuer les prix et tout, en bref. Oui, bien, il y a tous les arguments qu'on entend depuis un siècle. Diminuer le nombre d'heures par jour, ça allait tuer les entreprises. Mais, en tout cas, tous ces arguments-là, on a tous vu que c'était de la foutaise. Mais en tout cas, merci pour ta réponse. C'est intéressant. Merci. Philippe? Moi, j'ai une question bien plate et bien pratico-pratique. Tu parlais justement de comment on va interagir avec les gens et tout. Moi, je trouve ça, c'est super intéressant comme présentation, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup, dans le fond, de mythes économiques qui sont peut-être difficiles à déconstruire, ou du moins pas nécessairement difficiles, mais qui prennent du temps. Puis j'ai l'impression que ça vient un peu se heurter là, avec la stratégie d'essayer de parler au plus de monde possible puis de pas même plus prendre que 5 minutes par porte, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu dur là, en 5 minutes déconstruire là, 20 ans de propagande là, néolibérale, là, genre enfoncé dans le crâne. Peut-être que c'est plus facile que je pense, mais c'est ça, je me demandais un petit peu si vous aviez. J'ai pas l'impression que c'est si facile que ça. Si vous avez des trucs ou quoi que ce soit là, pour nous aider dans ce genre de situation-là. Philippe, oui, ça fait comment dire. Un petit moment, on va mettre ça comme ça. Là, je veux dire, il y a des poils blancs qui ressortent un peu partout. C'est un moment que je m'attaque à ce genre d'affaires-là. Et c'est pas facile. Il y a des affaires qui sont plus faciles que d'autres. Il y a des affaires, mais tu sais, par exemple, je parlais tantôt de la question des finances. On nous a rentré dans le clan comme de quoi c'était la dette, c'est un problème fondamental au Québec. Puis il fallait comme tout se sacrifier sur l'autel de la dette pour être sûr que les agences de crédit soient gentilles avec nous autres. Puis on est là, ben, d'accord. Puis une fois qu'on aura repayé notre dette, puis qu'on aura tout perdu 30 livres à force de se serrer la ceinture, on aura-tu gagné grand-chose? C'est pas évident. T'sais. Puis
un des arguments qui dit oui, mais les générations futures, puis on nous fait pleurer parce qu'on aime tous nos enfants, hein, puis on ne veut pas leur mettre un boulet au pied. Puis là, tu sais, deux petits arguments. Mais la réponse, Philippe, c'est que ça va être au cas par cas. C'est difficile pour moi de dire, ben voici 5 affaires que tu le dis, puis après ça, ils sont convaincus que c'est l'économie, c'est notre science économique qui prime. T'sais. Là, j'ai essayé de le faire un peu avec le salaire minimum. On a essayé un peu pour les questions des vacances, pour l'inflation aussi, l'espèce d'affaire de dire, ben, nous, on a un plan qui marche, puis qui réussit à transformer l'économie d'une manière qui a du sens pour tout le monde. Là, mais tu sais, pour la dette, par exemple, là, pour revenir à cette affaire-là, parce que et cela dit, là, je souligne quand même que on est encore en train de travailler sur le cadre financier là, à Québec solidaire en ce moment, mais historiquement, là, nos cadres financiers, ils balancent, là, ils sont équilibrés comme tout le monde. Tantôt, quand j'ai dit on va aller chercher des revenus, on va canaliser l'épargne collective et tout ça, c'est vraiment important. L'idée, c'est qu'on n'ira pas au-delà, dans le guillemets, de nos moyens. C'est qu'on va mobiliser ces moyens-là dans une direction pertinente. Ça va être ça la différence fondamentale. C'est pas qu'on va s'inventer de l'argent, c'est qu'on va prendre l'argent qu'on a et on va l'envoyer dans un endroit intéressant. Mais donc, la dette, quand on nous dit, bon, les générations futures, mais la réponse à ça, c'est OK, si tu as payé ta dette puis tout le monde est en dessous de 6 pieds d'eau, tu as gagné quoi? L'urgence en ce moment, ce n'est pas des ratios financiers. L'urgence en ce moment, c'est gérer une crise climatique pour les générations futures. Là. Et il est là le problème. Puis en plus, on peut même répondre, écoutez, c'est des vivants qui payent des vivants, là, puis c'est une dette qu'on se doit entre nous autres au Québec généralement. Fait que c'est de la redistribution à l'interne. Là, je rentre dans des détails un peu plus techniques. Là. Mais assez rapidement, on peut se dire, ce n'est pas un poids pour les générations futures, vraiment. Là-dessus, j'ai une petite étude super simple que j'avais faite dans le temps, de 60 pages, que je peux vous envoyer. C'est une blague. Mais c'est pour dire que on peut, moi, l'angle que je revirerais, c'est de dire, non, on l'a vu pendant la pandémie. Là. On a de la ressource quand on se donne la peine. Puis on avait besoin de le faire là, pendant la pandémie. On avait un vrai enjeu. Ce n'est pas pour dire qu'on a pitché cet argent-là par les fenêtres, mais là, on en a d'autres vrais enjeux. Bien, on a ces mêmes ressources-là qui existent encore. Il faut les recanaliser. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu dans ce sens-là que j'irais, c'est-à-dire mettre le focus sur ce qu'on essaye de faire vraiment, nos objectifs, puis dire en arrière, écoutez, quand nos gouvernements ont décidé d'agir, ils ont pu le faire, bien, nous, ça donne bien, on a décidé d'agir aussi, on pourra le faire également. Fait que c'est peut-être pas complètement satisfaisant, mais encore une fois, ça me prendrait peut-être l'enjeu précis pour être capable de répondre plus précisément que ça, mais en général, ce serait ça ma stratégie, de dire non, on a des moyens au Québec, on l'a démontré, ça a été démontré dans les dernières années, fait que faisons-le, prenons-les pour faire quelque chose d'intéressant plutôt que constamment se faire dire qu'on n'a plus d'argent, on n'a pas de moyens, on est trop endetté, il faut absolument faire plaisir à Wall Street. C'est un petit peu comme ça que je virerais ça. En même temps aussi, tu sais, juste continuer, parce que dans le day-to-day, je fais ça, parler au monde pour essayer de les convaincre. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est complexe. Là. Je veux dire, on se frappe à un système qui possède les médias, puis les médias sont possédés par qui? Ben, par les riches et les puissants, fait qu'ils maintiennent le système dans lequel on vit. Fait que c'est normal que le système est orienté pour te dire que rien ne peut changer puis qu'on est au summum de l'évolution de notre civilisation, ce qui est complètement faux. Mais moi, j'ai un truc que je fais souvent et qui fonctionne, c'est de remettre le fardeau, au lieu là, de se faire questionner, nous autres, là, de dire « Hey, vous autres, qu'est-ce que vous proposez? Blablabla, blablabla. » Puis là, de tout le temps que ça a défensive, là, mais de remettre le fardeau du côté des capitalistes. Au final, là, je veux dire, c'est eux là, que ça fait 40 ans qui nous proposent leur système. Ce que Mathieu parlait de la question de la dette, là, poser la question, tourner la question, qu'est-ce que ça veut? On nous parle du déficit et tout le kit. Qu'est-ce que ça a changé, vous, dans votre vie? L'atteinte du déficit, ben, c'est moins de services, c'est moins de ci, c'est moins de ça. Fait que, de repelleter dans le cours de la classe dirigeante en disant, bon, ben là, ça fait 40 ans qu'on vit leur régime. Est-ce que vous vivez mieux que vous viviez à 40 ans? Ben non. La réponse, c'est non. Les études, ils tendent à démontrer ça. Puis, je vais rajouter juste une dernière affaire. Il y a d'autres questions. Là. Je ne veux pas qu'on passe tout notre temps là-dessus, mais je vais rajouter une dernière affaire. Puis, pour revenir à ce qu'on disait tantôt sur le fait de bâtir des liens économiques différents, puis changer la manière dont notre économie est structurée, dont elle opère et tout ça, la rendre plus résiliente, la rendre un peu plus autonome, bien, c'est aussi de se dire, ce qu'on nous avait promis, là, la félicité universelle un peu par cette mondialisation-là, puis c'est essayer de se raccrocher à tout un paquet de chaînes de valeur avec des trucs qui font 8 fois le tour du monde avant de nous arriver sur notre table.
ben là, on voit bien que ça fait en sorte qu'on n'a aucun contrôle, en fait, sur beaucoup de ces choses-là, puis c'est un problème. Donc là, en ce moment, on subit quelque chose, on espère que ça se tasse, on espère que ça passe, tu sais. Ça serait intéressant qu'on commence sérieusement, puis au-delà d'un bottin bleu, là, on commence sérieusement à se préoccuper de notre économie ici pour se bâtir quelque chose qui est un peu plus imperméable à toutes ces secousses-là qui arrivent d'ailleurs. Puis encore une fois, tu sais, de dire tout ça est équilibré. L'idée, ce n'est pas de devenir complètement coupé du monde, ce n'est pas du tout ça, mais d'avoir quand même une beaucoup plus grande résilience à ces fluctuations-là. Tu sais. Fait que donc, la situation présente, là, c'est aussi une représentation de l'échec des gouvernements successifs avec la théorie économique standard, si on veut, à nous donner une économie qui est réellement au service de conditions de vie intéressantes. Tu sais. On l'observe là, avec cette inflation galopante-là. Donc, il s'agit de se remettre là et de transformer ça collectivement. Émilie? Oui, bonjour. Merci pour ta conférence d'aujourd'hui. Moi, dans le fond, c'était plus concernant, tu as parlé du financement, tu as parlé qu'il y a 3 façons. Ce que j'ai noté, c'était fiscalité, tu as parlé de parce que toutes les questions de fiscalité là, pour aller chercher plus d'argent, les taxes, etc. Après ça, tu as parlé de la caisse de dépôt et de placement. Moi, je n'avais jamais entendu parler de tout ça. Fait que je me demandais c'était quoi l'importance que ça avait dans le financement qu'on pouvait aller chercher. Puis, je peux se prendre 2 minutes pour expliquer un peu parce que je ne sais pas pantoute, moi, qu'est-ce que ça peut faire pour vous aider quand tu dis changer d'orientation. Parfait. Fait que donc, évidemment, pour revenir rapidement, la fiscalité, l'idée, c'est d'aller chercher plus de revenus. Où est-ce que ces revenus-là sont, hein, finalement? C'est un peu ça le concept général. Et puis, les revenus, ben, ils ne sont pas au bas de l'échelle, généralement, ils sont plus, fait que donc, on parle de remettre des paliers d'imposition de plus en haut de l'échelle, taxer le patrimoine aussi, ceux-là qui sont assis sur des fortunes en ce moment puis qui attendent juste que la valeur de ces affaires-là monte, taxer les gains en capitaux, c'est ce genre d'affaires-là pour dire, ben, d'un point de vue solidaire, il faut que tout le monde fasse sa part. Il faut que tout le monde fasse sa part à la hauteur de où est-ce qu'on est capable de contribuer. Après ça, collectivement, ben, on met tout ça ensemble puis on fait une transformation. Fait que l'image de la fiscalité, ce n'est pas une fiscalité punitive, hein, à part peut-être pour la question d'éco-fiscalité, si on pourra s'en parler si vous voulez, mais où est-ce que là, pour la pollution, là, on met des taxes un peu plus grandes pour essayer d'inciter les gens à en faire moins. Si on veut, ce n'est pas juste une question de ramasser des revenus. Mais pour tout le reste, ce n'est pas une fiscalité punitive, c'est simplement rétablir un peu les tables puis dire, ben, il y a bien du monde qui ont bien de la ressource dans notre économie, puis il y en a bien du monde qui n'en ont pas. Fait qu'il faudrait peut-être un peu recanaliser d'un endroit à un autre. Fait que, la fiscalité, la réorganisation de la fiscalité, c'est dans ce sens-là. Pour ce qui est de la Caisse de dépôt puis d'Investissement Québec, c'est deux institutions tout à fait importantes pour le gouvernement du Québec pour canaliser, si on veut, nos ressources collectives. Investissement Québec, c'est là que se dirigent en bonne partie les subventions qu'on va donner aux entreprises ou les grands projets d'investissement qu'on va mettre en œuvre. La Caisse de dépôt, c'est un organisme qui avait été, qui date de quelques décennies, là. Ça date de la Révolution tranquille plus, si on veut, là. Et puis, l'idée, c'est d'être se créer un véhicule d'épargne collectif, de prendre l'épargne, une partie de l'épargne des Québécois, si on veut, de prendre une sorte de bas de laine collectif, mais puis duquel ensuite on finance des retraites et tout ça. Là. Fait que, c'est réellement un véhicule d'épargne, mais entre-temps, de l'utiliser pour bonifier un peu, pour vitaliser l'économie québécoise. Donc, c'est du temps où le gouvernement québécois voulait vraiment intervenir dans l'économie pour transformer un peu les affaires, ce qui a déjà été le cas dans les années 60, 70, disons ça comme ça. La caisse de dépôt existe toujours, puis c'est un grand... Donc, on peut voir ça comme une grosse caisse de retraite, si on veut. Ce n'est pas tout à fait ça, là, puis on pourrait se parler des détails, là, mais pour couper les coins un peu très ronds, mais c'est quand même ça. C'est donc, on ramasse de l'argent de beaucoup de Québécoises et Québécois, l'argent qui sera utilisé plus tard pour payer donc les retraites et tout ça. Et entre-temps, ben, ça nous donne un gros fonds d'investissement qu'on est capable de canaliser dans différentes directions. Là, l'affaire, c'est que depuis un moment, ce qu'on lui demande surtout à la Caisse de dépôt, c'est de faire un gros rendement.
et faire un gros rendement, nonobstant là où elle peut bien investir. Fait que si elle fait un rendement dans le pétrole, ben, qu'elle investisse dans le pétrole. Si elle fait un rendement dans, je sais pas, l'armement, j'invente, là, je ne sais pas trop exactement, mais si elle fait un rendement dans des affaires que nous, on n'aimerait pas trop, ben voilà, elle investit là-dedans, puis elle le fait, puis c'est tout. Sauf que la Caisse de dépôt, c'est quand même un véhicule, donc cette caisse-là, c'est un véhicule qui se fait donner des mandats par le gouvernement du Québec. Le gouvernement du Québec ne contrôle pas les opérations au jour le jour. Là. La Caisse de dépôt est indépendante de faire ses affaires, mais elle répond à un mandat assez précis du gouvernement du Québec. Et ce mandat-là, ben, le gouvernement du Québec pourrait très bien décider de dire oui, oui, un rendement, on aimerait ça que tu ne dilapides pas tes fonds, là, ça c'est correct, mais que le rendement, ça soit surtout utilisé pour transformer l'économie du Québec d'une manière beaucoup plus verte, mais qui garde un dynamisme économique important. Parce que moi, je vous dirais personnellement, faire des rendements financiers quelque part, OK, mais ce qui supporte surtout les retraites des Québécoises et Québécois, c'est le fait d'avoir une économie forte duquel on est capable de financer, qui fonctionne avec tout un paquet de monde de travail, la production, tout ça, qui ensuite fonctionne pour aider les aînés à pouvoir avoir une retraite qui a du sens. Fait que si on a juste fait des rendements ailleurs puis qu'on rapatrie cet argent-là, ça va vite disparaître. Ce qu'il faut avoir, c'est une économie, encore une fois, résiliente, forte, verte et tout ce qu'on voudra. Fait que donc, Émilie, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais c'est un peu cette espèce de fonds-là que collectif, on s'est doté de ce fonds-là collectivement. Il existe encore. Pour l'instant, il a surtout une mission de rendement. Là, très récemment, on lui a donné une mission de construire des infrastructures parce que c'était comme plus simple pour le gouvernement, là, comme le REM, le réseau de trains métropolitains, par exemple. Là. Ça a eu les impacts que ça a. Mais on pourrait très bien lui donner des mandats beaucoup plus clairs sur la direction que ça aille pour aider à prendre ces ressources-là qui sont existantes et canaliser ça dans une direction intéressante pour l'économie. Fait qu'Émilie, ça répond-tu un peu à ton interrogation? Je te relance. Là. Fait que là, ça a l'air tellement facile, puis le fun. Pourquoi est-ce que personne d'autre y a pensé puis ne l'a pas fait? Ah non, mais d'autres l'ont fait. Je veux dire, au départ, ce véhicule-là, ça faisait les deux. Là, ça ramassait de l'argent puis ça la faisait fructifier pour justement financer différentes choses dans le futur. Mais ça aidait aussi certains pans et certains secteurs de l'économie québécoise. Là, ça a fait ça dans le passé. C'est qu'on a des gouvernements qui, pour différentes raisons, ont décidé d'être moins actifs ou moins présents dans l'économie, puis ont décidé de simplement laisser la caisse aller en lui disant, écoute, fais-nous le plus haut rendement que tu peux. Puis la caisse, ben, elle se vire de bord. Puis elle engage des gens tout à fait compétents là, qui sortent de nos écoles de commerce. Puis elle leur dit, trouvez-moi un investissement qui rapporte de l'argent ailleurs. Tu sais. Puis donc, la caisse de dépôt est très active en Amérique latine, par exemple. Bon, après, c'est à voir qu'est-ce qu'elle y ajoute ou qu'elle y supporte. Mais voilà, c'est pas que ça n'a pas déjà été fait dans le futur, c'est je dirais que les priorités gouvernementales ont changé, puis que pour l'instant, la priorité, c'est surtout pour le rendement de cette chose-là, puis il s'agirait de redire, ben, peut-être que nos priorités collectives sont différentes que purement financières. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. La Caisse de dépôt, c'est un des plus gros investisseurs institutionnels au monde. Genre, oui, c'est une grosse patente, là. Parmi les caisses de retraite publiques au monde, en 2015, ils étaient au 14e rang sur en fait 20, le top que j'ai devant moi. Là. Fait que c'est énorme là, au niveau mondial. Franck? Micro, parfait. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, OK. Première des choses, merci beaucoup à Marc-Olivier et à Mathieu. C'est super intéressant. J'ai eu une formation aussi en économie dans les années 70-80 à l'UQAM, à l'époque, où on pouvait apprendre la critique économique et ne pas se faire bourrer pour nommer des techniciens pour le gouvernement provincial ou fédéral. Une de mes plus grosses préoccupations, c'est la démystification de ce qui s'appelle les finances, l'argent, l'économie, pour que les gens arrêtent de se faire fermer la trappe pour dire vous êtes des rêveurs, des pelletés de nuages, vous allez prendre l'argent où. Puis je vais vous donner quelques idées que j'ai en tête, entre autres. Première des choses, tous les partis politiques qui se sont succédés, PQ, libéraux, la CAQ,
créer une fausse dette dans le budget du Québec. Allez voir dans le dernier budget du Québec ou les autres des dernières décennies, une fausse dette pour l'Hydro-Québec. L'Hydro-Québec, les profits qu'elle garde pour ses infrastructures, c'est vu comme une dette pour le gouvernement du Québec. Donc, il y a une partie des profits d'Hydro qui est distribuée au seul actionnaire, qui est le gouvernement du Québec, puis la partie que l'Hydro garde dans ses coffres, c'est vu puis c'est noté dans le budget du Québec comme une dette. Ça veut dire qu'on augmente la dette du Québec et on augmente aussi ce qu'on appelle les frais de la dette, donc les intérêts à payer. Et donc, cet argent-là ne va pas pour la santé, mais ça en va pour payer une fausse dette, d'une part. D'autre part, qui ne fait aucun sens, c'est l'argent qu'on met dans le fonds des générations. Ça en présumant que ça va nous aider dans le futur à baisser la dette. La dette, c'est une joke monumentale. Ça, je pense qu'on doit être capable, fondamentalement, de le dire à haute voix chez QS, que ce soit au Québec, au Canada, en Grèce, en Europe, partout, et aussi pour les familles. J'ai travaillé en finance pour me battre contre les banques, les institutions financières traditionnelles, parce qu'ils abusent des gens, parce qu'ils gardent les gens ils profitent de l'ignorance des gens au niveau des finances pour en profiter à tour de bras. Mais les dettes, c'est aussi un effet très néfaste qui sont servis, puis c'est une joke monumentale. Exemple, la dette du Québec est environ à 219 milliards aujourd'hui. La Caisse des dépôts de placement a 420 milliards. Bien, je ne sais pas moi, mais si j'ai une maison qui vaut 420 milliards, puis 219 milliards d'hypothèques, je pense que je ne suis pas dans le trou. Je ne suis pas dans le trou, puis j'ai une valeur nette quand même. Là, je parle juste de la Caisse des dépôts de placement du Québec et la dette du Québec. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que ce soit les finances d'une province, que ce soit les finances d'un pays, d'un individu, d'une compagnie, c'est la même chose. Il faut que les principes de base restent les mêmes, dans le sens qu'il y a juste plus de zéro qui va s'y rajouter. Le Fonds des générations, comme je reviens là-dessus, c'est une joke monumentale, parce que dans le budget du Québec, le gouvernement va dire on va emprunter à du 4, 3, 4 pour l'investir à 6, 7 à Caisse des dépôts de placement. Mais non, on a besoin d'argent là, dans l'éducation, dans la santé, et non pas de dire on va accumuler de l'argent. Puis aussi, là-dedans, clairement, c'est écrit dans les textes qu'on va emprunter pour investir. On emprunte à du 4 pour investir à du 8, exemple. Et ça, c'est la financiarisation en termes. On sert de l'argent qu'on a besoin aujourd'hui pour faire en sorte que le gouvernement participe. Oui, c'est ça, c'est de faire. Puis en même temps aussi, l'autre chose, c'est de montrer l'impact de l'économie locale, l'économie circulaire, l'argent qui reste et non pas, exemple, acheter une bébelle chez Amazon qui était fabriquée quelque part sur la planète. Okay, c'était ça que j'avais à dire. Merci beaucoup, Franck. Bien, ce sont des points tout à fait intéressants. Justement, avant la prochaine question, je rajouterais. C'est vraiment intéressant. Puis, je rajouterais à ça qu'il faut comme changer un peu la perception de ce qu'est un investissement. Tu sais, quand on est juste fixé sur des ratios financiers, ben, on a investi, on a des pourcentages, tout ça. Alors que bonifier le réseau de CPE, là, tu sais, comme on veut faire avec Québec solidaire, ben, c'est un investissement aussi. Améliorer la santé, améliorer l'éducation, c'est un investissement aussi, même d'un point de vue purement productif, en plus de tout faire un paquet de belles choses pour les gens qui sont dans ces réseaux-là. Là. Il faut voir un peu, il faut comme y aller plus général sur qu'est-ce qui est là, plutôt que juste considérer ces services publics-là comme des coûts purement. Ça va vraiment changer un peu la vision fondamentale de la question. C'est quoi le Fonds des générations, si tu peux l'expliquer, Mathieu? Oui, c'est que le gouvernement met de l'argent, si on veut, de côté dans un fonds auquel il n'y a comme pas accès. C'est comme si le gouvernement se forçait à épargner lui-même. Et puis, c'est même structuré pour que l'argent que ce fonds-là fait est réinvesti directement dans le fonds, fait que ça ne revient pas dans le budget général. Et donc, l'idée de base, c'était un peu ce que Franck a dit, c'est que le gouvernement considère qu'il va être capable d'avoir un rendement plus élevé que ce qu'il paye sur sa propre dette. Fait que le gouvernement, disons, emprunte à 3 puis pourra le réinvestir à 5 fait qu'il se dira, mais sur la différence, on se fait du 2 c'est merveilleux. Tu sais. Mais en attendant, c'est juste de l'argent qui roule à faire de l'argent. Puis comme on disait, on a peut-être d'autres besoins en ce moment que cette affaire-là, d'autant que
le 2 de plus, il réinvestit dans le même fonds, puis il fait juste rouler là, puis rester là. À court terme, ce n'est pas super intéressant. Mais donc, le fonds des générations, si on veut, la version simple, là, ce compte de manière comptable, c'est peut-être un petit peu plus complexe, mais la version simple, c'est un peu de l'épargne forcée du gouvernement. Donc, le gouvernement met de l'argent dans le fonds des générations pour essayer parce que la dette, c'est mal pour les générations futures, comme on disait. Et c'est de l'argent auquel il n'y a plus accès au moment où c'est dans ce fonds-là. Puis la seule logique, c'est qu'on fera un taux de rendement financier un peu plus élevé. Mais peut-être que, encore une fois, collectivement, on pourrait décider d'un usage différent de cet argent. Grosso modo, c'est un peu ce que j'en dirais. C'est très clair, merci. Ève? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, parce que j'ai une très mauvaise connexion. En fait, moi, je veux juste revenir sur le fait que quand j'ai rencontré les agriculteurs, les agricultrices, elles me disaient, écoute, nous, d'augmenter à 18 de l'heure, ben, c'était à 15 à ce moment-là, c'est vraiment quelque chose de difficile. L'alimentation, c'est essentiel. Alors, si on augmente les prix, il y a des levées de boucliers à ce moment-là. Puis je pense qu'il y avait une mesure là, à ce moment-là pour vraiment les aider à la transition. Je pense que c'était encore là, hein, Mathieu? Oui, c'est ça. C'est un peu comme je disais tantôt pour le communautaire. C'est vrai qu'il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs groupes pour lesquels l'augmentation du salaire minimum peut être un enjeu clair d'un point de vue de fonctionnement. Mais la solution, ce n'est pas de maintenir tout le monde à bas salaire. La solution, c'est d'essayer de viser une solution, un high road, comme ils disent en anglais, mais une solution qui est comme bonne pour tout le monde, où on dit non, il faudra que les salaires soient élevés parce que les travailleurs agricoles, les travailleuses agricoles, comme les autres, ont droit et méritent un salaire qui est tout à fait décent et qui leur permet de vivre, d'un côté, mais de l'autre, il faudra quand même s'assurer que les gens aient la capacité de le payer. Puis il y a tout un ensemble de mesures, tout ce qui touche à l'autonomie alimentaire, puis les mesures qui touchent à l'agriculture dans la plateforme, qui sont là, entre autres, pour aider sur ces angles-là, puis rendre ça possible finalement pour les agricultrices et les agriculteurs. Moi, c'est ça que je dirais. Fait que l'approche de Québec solidaire, c'est de dire non, on ne gardera pas les mondes dans le bas salaire parce qu'il y a du monde qui ont de la misère à les payer. C'est qu'on va monter le salaire à un niveau qui a de l'allure pour tout le monde, mais pour certains groupes qui ont plus de misère, ben, on va donner les moyens à ces groupes-là de payer leur monde, de payer leurs employés comme du monde. C'est un petit peu ça la logique. Mais c'est la même chose en agriculture. C'est intéressant, puis en tout cas, ça me fait penser un peu aussi. On se retrouve souvent là, avec, quand les PME, il y a des changements, pour plusieurs, ils sont tellement à côté là, que n'importe quel changement au cadre devient comme quelque chose qui a un grand impact, puis la réaction est viscérale. Puis, un exemple que je trouve cocasse, c'est, mettons, la construction des pistes cyclables sur, notamment à Montréal, là, tout le réseau express vélo qui s'est fait. Sur la rue Saint-Denis, là, il y a eu là, au départ une opposition des commerçants à un changement à la construction. Là, en fait, ils retiraient des espaces de stationnement pour ça. Mais en fait, après coup, la rue elle commence à être florissante. Fait qu'il y a comme aussi une distance qui est nécessaire d'avoir. Puis il ne faut pas non plus embarquer dans une campagne de peur des commerçants et tout. Là. Il y a comme une réalité un peu que j'observe moi, depuis longtemps, là, l'espèce de côté là, très sensible là, dans l'immédiat. Oui, puis... Oui. Ben, merci beaucoup, Mathieu, de ta réponse, mais c'est qu'on sait aussi la fragilité des agriculteurs. Là. Moi, je connais leur réalité. Fait que c'est pour ça que je suis contente qu'on ait gardé cette mesure de transition-là, parce qu'effectivement, eux, ils seraient prêts à le donner parce qu'ils veulent prendre soin de leur monde. Là. C'est ça, moi, que j'ai vu quand je les ai rencontrés. Fait que je te remercie. Puis, je n'arrive pas à copier tes liens. Fait que je m'arrangerai là, pour les obtenir autrement là, parce que j'ai un nouvel ordinateur, puis il copie toute la conversation. Fait que... Ah oui, c'est un peu tannant, ça. Ouais. Fait que je m'arrangerai pour les trouver. Là. Merci beaucoup. OK, merci. Martin? Hey, bonsoir tout le monde.
parmi les, pour financer notre programme et la vision économique et sociale qu'on a à Québec solidaire, oui, on a une vision qui est ambitieuse, puis je trouve ça bien chouette. Et quand j'en parle aux gens, puis qu'ils me sortent des arguments comme ça, ouais, mais on finance ça comment? Puis les gens sont très sensibles lorsqu'on leur dit en tout cas, comme moi je leur dis qu'on va financer par une augmentation des taux d'imposition chez les gens plus riches, puis taxer le capital aussi. Et puis, j'aimerais ça avoir à quel endroit on est rendu en termes de l'évasion fiscale, particulièrement en ce qui a trait aux paradis fiscaux, parce que ça, là, c'est killer. Pour moi, là, si j'ai cet argument-là, je suis sûr que je fais des scores pas mal bons. Et puis qu'est-ce qu'on fait avec les compagnies qui sont détenues par des individus qui se cachent derrière des sociétés écrans? Pour moi, là, ça n'a pas de bon sens. Là. Il n'y aurait même pas le droit de faire affaire au Québec tant qu'à moi. Mets-toi un vrai nom en arrière, tu es le bienvenu. Mais bon, là, je pose ma question. Oui, sur la dernière question, je n'ai pas de réponse. Là. Je ne pense pas qu'on ait de position précise sur cet enjeu-là. Quoique je soupçonne qu'on est beaucoup à Québec solidaire à partager un peu les sentiments en général. Mais donc, je pense qu'on n'a pas de position claire là-dessus. Sur l'évasion fiscale, par contre, là, c'est très clair. Un gouvernement solidaire, ça serait une des priorités dès le départ de s'attaquer à ça. Puis on a les moyens, là. Je veux dire, là aussi, c'est disons que la volonté politique tend à pas tout le temps être au rendez-vous dans ces affaires-là. Puis on peut bien essayer de voir pourquoi, mais le point, c'est qu'il y a plein de choses qu'on peut faire, qu'on peut améliorer. Donc, là-dessus, c'est central. Je pense que je l'avais dans ma liste tantôt de mesures fiscales, là, mais là, où est-ce que c'est une mesure, où est-ce qu'on n'augmente pas les taux de personnes dans ce cas-là, on fait juste collecter ce que les gens devraient payer puis réussissent pour l'instant à ne pas payer. Essayer de boucher les circuits d'évitement fiscal, essayer de boucher les affaires de paradis fiscaux et tout ça. Ça, clairement, c'est une mesure qui est centrale dans le programme. Fait que ça, sans crainte de déparler ou de dire quelque chose qui n'est pas vrai, dire que Québec solidaire s'attaquerait à ça avec toute la force dont il serait capable. Après, on comprend bien que comme gouvernement juste du Québec au sein du Canada, ça a les limites que ça a sur ce qu'on peut faire à l'international et ailleurs. Mais néanmoins, même là, on a beaucoup de leviers à notre disposition. Puis c'est sûr qu'on les utiliserait. Ça, ouais. Voilà, on est d'accord. Il y a une question dans le chat. C'est commun là, de se faire répondre qu'il n'y en a pas de riches au Québec. Puis on regarde, par exemple, là, le 500 $ qui a été donné aux gens qui ont un revenu net de moins de 100 000 $, ben, il reste à peu près que ça touche 94 % de la population. Fait qu'il y aurait comme 6 % de gens au-dessus de ça. C'est quoi une réponse à donner à ça? Il n'y en a pas de riches au Québec. Bien, d'abord, que c'est pas vrai. Puis on en a quelques-uns, puis quelques-uns qui ont quand même pas mal d'argent. Mais d'autre part, en fait, puis là, je n'ai pas la réponse ce soir, mais nous arriverons à un cadre financier dans quelques semaines, quelques mois, quand il sera prêt, où tous ces calculs-là auront été faits. Hein. On montrera, écoutez, les gens nous disent qu'il n'y en a pas de riches, mais quand on regarde pour de vrai les revenus des gens, ce qu'ils ont, puis ce qu'on est capable d'aller chercher, bien, voici l'argent qu'on va chercher avec nos mesures, puis tout ça va être chiffré de manière très égale. Fait, moi, je vous encourage à vous promener avec le cadre en disant non, on a calculé ça, là, pas au dollar près, mais à peu près. On a calculé ça assez précisément. Et puis, avec les riches qu'on a, pensez qu'on n'en a pas, bon, c'est peut-être une opinion, je ne sais pas, mais on en a suffisamment visiblement pour aller chercher tant d'argent et tout ça. Donc, je n'ai pas de réponse ce soir. Là. Mais quand on aura le cadre financier, ce genre de questions-là aura été calculé, puis on pourra facilement dire, bien, écoutez, regardez, c'est écrit ici, là, ça nous génère tant d'argent de changer les paliers A, B, C, D. Là. Génial. Moi, j'ai plus de questions là, dans le chat. Je ne sais pas trop s'il y a des gens, là, on aurait le temps peut-être pour une dernière, s'il y a lieu. Sinon, on va clore ça. Je vois Chantal Boisjoli qui avait levé la main à l'écran. Là, ouais. Oui, je ne sais pas comment lever ma main virtuellement, désolé.
Moi, je me suis fait répondre aujourd'hui même, c'est bien beau tout ça, mais c'est ça, c'est si on se sépare. Mais de tout ce qu'on parle en ce moment, c'est des choses qui sont applicables en étant dans le Canada. Je veux dire, c'est avant la séparation parce que les gens pensent qu'on fait des plans pour quand on va être séparé du Canada. C'est pas le cas ou c'est le cas? Non. C'est pas le cas. Pour la majeure partie de nos propositions, en fait, c'est tout à fait, comment dire, commençable. Je vais utiliser un mot qui n'est pas tout à fait un mot français, mais on peut tout à fait commencer maintenant puis faire un paquet de choses intéressantes maintenant. On a une proposition dans la plateforme qui dit, ben, à un moment donné, là, il faudra bien se pencher sur ces accords commerciaux-là, là, un peu douteux, puis les renégocier. Ben ça, on ne peut pas le faire si on n'a pas les pouvoirs sur la politique commerciale, puis ça, c'est un pouvoir fédéral. T'sais. On est pogné avec la nouvelle mouture de l'ALENA, la CEUM. Ben, ce n'est pas nous qui l'avons négocié, puis il est là, puis on fait avec. La même chose avec l'accord. Ça, c'est un exemple de mesure que oui, ce serait difficile à faire. Donc, en fait, puis ça, si je peux me permettre, quand on parle d'indépendance à Québec solidaire, mais il y a une bonne partie de ça qui est une indépendance pour avoir les leviers, justement, pour pouvoir vraiment compléter le plan quelque part, mais aller au bout de notre idée, de nos visions. OK? Fait que ça c'est réel qu'avoir l'indépendance, ça nous donne des outils économiques supplémentaires. Ce n'est pas faux, c'est tout à fait vrai. D'un point de vue de la politique monétaire, dont je parlais tantôt, là, sur la hausse des taux d'intérêt, on ne sera pas dépendant de ce que la Banque du Canada voudra bien faire, puis ces temps-ci, en tout cas, moi, elle ne va pas dans le sens que moi j'irais, mettons ça comme ça. Même chose pour la politique commerciale. Donc, la réponse, elle est double. C'est vrai qu'avoir l'indépendance, ça nous donne des outils supplémentaires, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut faire dès maintenant et qui amélioreront grandement la vie, la vie du monde ordinaire. Fait que je dirais la majeure partie de ce qui est dans la plateforme, là, la vaste majorité, c'est des choses qu'on peut faire maintenant dans le cadre qu'on a là. Fait que c'est pas juste un peu la technique de la CAQ. Là. Si vous votez pour nous, vous allez recevoir un chèque. Si jamais vous votez pour nous et vous faites l'indépendance, vous allez avoir un beau truc, mais en attendant, on va gouverner comme tout le monde. Ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, encore la majorité des mesures. C'est ça que je dirais, mais il y a certaines choses précises que là, c'est sûr qu'on est un peu ailleurs. Mais moi, la réponse, c'est ça que je donnerais. Ce n'est pas du tout la représentation d'un pays. C'est un programme qu'on peut commencer maintenant. Puis quand on arrivera un peu au bout, ben, ce sera là qu'on demandera aux gens un peu, ben, OK, voulez-vous faire l'étape suivante? Mais ce sera toujours une autre question. En tout cas, c'est un peu ça que je répondrais sur cet enjeu-là. Je ne sais pas si Chantal, ça répond un peu. C'est bon, c'est parfait. Benoît? Dans le chat, oui, juste rapidement, dans le chat, il y avait une question sur la crédibilité, là, de dire oui, on va avoir les chiffres, mais peut-être qu'on ne sera pas crédible. Écoutez, après, il y a un bout subjectif là-dedans. Là. Oui, sur la crédibilité, OK, c'est un peu dans la tête du monde. Moi, je dis que je fais plein d'efforts tout le temps pour essayer de la remonter, cette crédibilité-là. De dire, écoutez, moi, j'ai le même diplôme que l'autre gang, l'autre bord, puis je peux vous parler de chiffres, puis de courbes, puis de tout ce que vous voulez. Mais on le fait aussi collectivement. Mais c'est aussi de se dire, la CAQ, là, par exemple, pourquoi on leur donne la crédibilité? Ils nous poussent un projet de troisième lien là, sur lequel ils ont fait campagne la dernière fois sans même avoir une étude d'impact. Ils se sont aperçus à mi-chemin que finalement, ça n'avait pas de sens. Puis évidemment, ils ont choisi d'enlever le bout de transport collectif là-dedans. Là, non seulement le projet a plus ou moins de bon sens, mais ils gardent rien que le bout sur les chars. Mais là, vous nous dites que vous avez plus confiance dans un parti qui fait campagne sur un projet pour lequel, qui a un projet fort, sur lequel ils n'ont aucune étude d'impact, ils n'ont aucun chiffre, ils n'ont aucune idée, que nous qui avons un cadre financier solide, qui avons des études pour backer nos affaires et tout ça. En fait, on est très, très solide. Après, les gens penseront bien ce qu'ils veulent. Là, après, c'est une affaire d'argumentaire, puis on fera campagne, puis on essaye de bien paraître à gauche, à droite. On donne tout notre possible. Mais nos études, elles sont solides. Nos arguments, elles sont solides. Ce n'est pas juste c'est pas une espèce d'aveuglement partisan là, de dire non, nos idées sont bonnes parce qu'on les aime. Là. Elles sont tout à fait bonnes. Là. Fait que, la crédibilité, en fait, on est très, très solide. Et à quelque part, moi aussi, je suis candidat là, dans Hall. C'est un peu notre job là, de faire cette représentation-là auprès du monde puis dire non, on a des chiffres, on a des études pour se backer, on a des gens très sérieux qui travaillent là-dessus du soir au matin. On sait ce qu'on dit. Là. On ne vous dit pas n'importe quoi. Fait que s'il y a une chose ce soir que je voudrais dire, c'est que soyez rassurés, là, tous nos trucs ils sont vraiment solides. Il s'agit juste ensuite de
d'avoir l'air tout à fait confiant au moment où on les argumente nous-mêmes, une porte après l'autre. Benoît, dernière question de la soirée. OK, ben merci. Écoute, moi, je vais faire du pouce sur la question du 100 000 là, en fin de compte, du 500 pièces pour le 100 000 là. C'est parce qu'effectivement, si tu nous amènes des chiffres dans 2-3 mois, dans 2 mois, là, en fin de compte, on va avoir la question à répondre d'ici là. Est-ce qu'il y aurait moyen de jouer sur le terrain, comme par exemple, là, le 100 000 c'est une imposition de contribuables, mais il peut y avoir des gens qui déclarent moins de 100 000 de revenus, mais qui en même temps qui ont des actions dans des compagnies de plus, puis qu'en fin de compte, ils profitent que ces compagnies-là ne payent pas d'impôts ou pas assez, puis que cette compagnie-là leur donne des appartements de fonction, des autos de fonction, etc. Donc, à ce moment-là, ce 100 000 $-là, il est faussé. C'est parce que il y a des gens qui ont peut-être plus de revenus. Est-ce qu'il y a moyen de jouer sur ce terrain-là, dans cet argumentaire-là? Des bénéfices en nature, hein, on dirait ça comme ça. Oui, c'est ça. C'est les appartements de fonction, tout ça. Oui, ça se calcule. Tout ça, d'ailleurs, ils sont déclarés par les compagnies normalement comme des coûts, puis avec tout le reste. Fait que là, je dirais que là-dessus, on n'a pas de position très, très précise, claire. Je ne peux pas vous dire aller à la position 1.4, la proposition 1.4, puis on fait exactement ça avec ça. Mais je pense que dans l'esprit, l'idée, c'est qu'on veut, on veut des nouvelles règles fiscales qui sont plus égalitaires. Fait que c'est sûr que quand on parle d'essayer d'éviter d'enlever tous les canaux d'évitement fiscal, là, ça, c'en est des canaux d'évitement fiscal, de dire, en fait, une bonne partie de mon revenu, je n'ai pas à le déclarer parce que ce n'est pas une patente financière, ça ne compte pas sur le truc. Fait que c'est ça qu'on veut dire. Il restera ensuite à définir précisément les différents cas de figure, mais clairement, puis qu'est-ce qu'on peut faire exactement, puis tout ça, puis je ne suis pas fiscaliste là-dessus. Il y a des détails un peu plus techniques qu'il faudra travailler, mais clairement, c'est dans les priorités du parti de s'attaquer à ce genre d'affaires-là dans le cadre de l'évitement et du contournement fiscal. Tout à fait. Merci beaucoup, Mathieu. En tout cas, j'ai trouvé ça bien intéressant. Puis je ne pense pas avoir menti au départ, là, fait que, en élevant les attentes. Fait que c'est quand même, je pense que le bilan est bien. Je remets pour tout le monde là, dans le chat les prochains rendez-vous de formation. La semaine prochaine, il y a 2 activités. Donc, la séance d'information sur le PL 96, puis le programme de QS sur la langue le 15 juin à 19h, puis le lendemain, le 16 juin à la même heure, 19h, comprendre la vision solidaire de la justice sociale. En fait, c'est les 2 ateliers, là, des liens d'inscription qui sont là. Un grand merci à tout le monde d'avoir été présente. La séance de ce soir est enregistrée. Elle va être rendue accessible sur la centrale, puis on va diffuser le lien, dans le fond, pour revisionner l'enregistrement. Donc, si jamais il y a des gens dans votre équipe électorale qui n'ont pas pu être là ce soir, ils pourront le regarder en différé. Donc, bonne soirée tout le monde, à la prochaine. Merci beaucoup, Olivier, pour Merci, bonne soirée. l'animation, puis merci à tout le monde, c'est fort agréable. Merci. Au revoir.